Distinguished delegates, Mesdames et messieurs les délégués, mesdames et messieurs, nous allons entamer notre deuxième journée de colloque. Je vous remercie très sincèrement d'être avec nous, que ce soit en personne ou en ligne. Je suis très heureuse d'avoir entendu vos réactions hier. Nous avons entendu beaucoup de présentations très différentes. Un grand nombre d'entre vous nous ont écrit pour dire que c'était extrêmement intéressant. Il ne tarde donc d'assister à une matinée tout aussi intéressante aujourd'hui, et poursuivre cela cet après-midi d'ailleurs. Au cours de cette matinée, nous pourrons dialoguer, procéder à un échange de vues dans le cadre du groupe de travail numéro 2. Hier, notre connexion avait été coupée. Hier, avec Yoshimi Ohara, nous avions perdu notre connexion. Il va parler des témoins, de l'interrogation des témoins. Sub-Chun Yoon, lors d'intervention en ligne, avait pu reprendre ce point. Je vais donner la parole à Yoshimi pour qu'elle puisse nous parler de son expérience d'arbitrage en ligne. Thank you very much, Anna. Merci beaucoup de votre présentation, chère Anna. Je m'excuse très sincèrement de ne pas avoir pu intervenir hier. J'étais en déplacement. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de pouvoir vous faire part de mes observations, mes modestes observations quant aux besoins qui existent en matière de protocole d'interrogation des témoins dans un contexte en ligne. L'audition de témoins. Mon collègue Seo-Chun Yoon a très gentiment évoqué le protocole d'audition en ligne. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, je voudrais me concentrer sur la nécessité de mettre en place deux protocoles d'audition des témoins pour les contextes en ligne. 4 sujets que je voudrais évoquer ici. Tout d'abord, les protocoles d'audition des témoins dans un contexte de présence physique, les défis liés à l'audition des témoins dans un contexte virtuel. Pour cette raison, il est nécessaire de mettre en place des protocoles pour l'audition de témoins à distance. Et enfin, les réactions aux auditions en format virtuel. Même dans un contexte de présence physique, il est nécessaire de disposer d'un protocole pour pouvoir interroger, entendre les témoins, pour garantir l'intégrité des preuves obtenues grâce à cette audition. Il est nécessaire de faire en sorte que les preuves proposées et offertes par les témoins ne sont pas influencées et qu'elles viennent du témoin lui-même. Qu'il n'y ait pas, par exemple, de préparation spécifique des témoins à ces entretiens. Il est entendu en général, dans le cadre des protocoles d'audition des témoins, qu'il est nécessaire pour le témoin de pouvoir utiliser des documents qui ne portent aucune trace spécifique. Par exemple, le témoin lui-même prépare sa déclaration, une copie au propre de la déclaration du témoin est en général fournie par la partie qui procède au contre-interrogatoire. Deuxièmement, il faut faire en sorte que le témoin ne discute pas des éléments de preuve avec d'autres, comme son avocat par exemple, au cours de l'audition et même pendant les pauses. Très souvent, cela est mis en œuvre dans le cadre des instructions appliquées par le tribunal par rapport aux témoins. Quels sont les défis spécifiques associés au contre-interrogatoire des témoins? Le
témoignage devient encore plus difficile à gérer en ligne. Le témoin, en effet, se trouve ailleurs et il ne peut être vu que par le biais de la caméra. Tout ce qui est hors du champ de la caméra n'apparaît pas et n'est pas visible aux autres participants, à tous ceux qui prennent part à cette procédure, ce qui inclut les membres du tribunal. C'est pourquoi il existe des risques plus grands d'influence externe dans le cadre de ce témoignage du témoin, dans un contexte en ligne donc. Par exemple, d'autres témoins ou des personnes qui ne sont pas autorisées à être présentes pourraient se trouver dans la pièce et entendre ce que dit le témoin en se trouvant hors du champ de la caméra. Par exemple, quelqu'un peut faire des signes à ce témoin. Le témoin peut recevoir des indications de la part d'une personne qui est, encore une fois, hors champ, des conseils, peut-être. Peut-être qu'un enregistrement de ce témoignage est en cours. Pour répondre à de telles problématiques, il faut mettre en place un protocole spécifiquement adapté aux auditions en ligne. Le règlement IBA sur les témoignages a été mis à jour en 2020. Ces règles précisent que dans le cadre d'auditions virtuelles, à distance, le tribunal doit travailler avec les parties pour définir un protocole qui fasse en sorte que tous les témoins qui témoignent à l'oral ne soient pas influencés ou perturbés pendant leur témoignage. Un certain nombre des institutions d'arbitrage ont défini des directives pour entendre les témoins au cours d'auditions en ligne. Ces directives ne sont pas obligatoires, mais elles sont à disposition des parties qui peuvent en tenir compte dans le cadre de la définition de leur propre procédure pour les auditions en ligne. Des exemples ici. Par exemple, les règles de la CCI sur les mesures visant à atténuer les effets de la COVID-19 sur les procédures. Il faut définir des modalités sur la mise en séquestre des témoins ou des experts. Est-ce qu'une personne peut se trouver sur place avec le témoin, par exemple aider le témoin à manipuler des documents? Faut-il ou non mettre en place une communication simultanée entre les avocats et les témoins, par chat ou autre? Est-ce que tout cela est autorisé? Il y a eu toute une réflexion autour de ces thématiques. HKIAC, directive pour des auditions en ligne, on y trouve un certain nombre d'éléments. Il est recommandé que la présence qu'il est recommandé d'avoir dans la salle une personne qui surveille l'audition à côté du témoin et qu'aucun dispositif d'enregistrement non autorisé ne soit présent se trouve dans la pièce. Il faut une caméra qui puisse filmer la pièce à 360 degrés pour faire en sorte que le lieu est sûr. Le GIDRC au Japon offre maintenant un service de surveillance. Quelqu'un qui observe tout le processus et qui surveille toute la procédure d'audition de témoins virtuellement. Et effectivement, la pièce peut être filmée à 360 degrés pour en garantir l'intégrité. Des directives ont également été définies par la SIAC. On conseille aux témoins de témoigner depuis une pièce où il est assis derrière une table vide pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun objet personnel présent sur cette table. Le témoin doit rester dans le cadre tout au long de la session. Et si le témoin doit quitter le champ de la caméra, par exemple au cours d'une pause, il faut réfléchir à la gestion de ce moment où le témoin sort du champ de la caméra. Il est également suggéré d'utiliser une caméra qui puisse filmer la pièce à 360 degrés au début de l'audition et après chaque pause. Il faut utiliser cette caméra pour observer la pièce et en garantir l'intégrité. Nous avons donc mentionné un certain nombre des défis liés à l'interrogation des témoins dans un contexte virtuel. Vous vous demandez peut-être la chose suivante.
Est-ce que ces auditions à distance, ces interrogatoires à distance vont continuer après la Covid-19 ? Malgré les défis auxquels nous avons été confrontés, les réactions aux interrogations des témoins à distance ont été très positives pour toute une série de raisons. Premièrement, ces auditions virtuelles sont moins chères, plus rapides, plus écologiques. Les membres du tribunal, les parties n'ont pas besoin de voyager. Ce qui fait qu'il n'y a pas de dépenses liées au déplacement, à l'hébergement. Et ces auditions à distance peuvent être organisées facilement. Ceux qui sont chargés de l'arbitrage, les différentes parties sont plus souples, plus disponibles. Il est plus facile de trouver une date qui convienne à tous. Ce qui veut dire que cette audition, cet interrogatoire peut être mis en place assez rapidement. Tandis que s'il s'agit de se retrouver en présentiel, il faut du temps pour faire en sorte que tout le monde puisse se réunir en un seul endroit. Et comme il n'y a pas d'avion à prendre, tout cela est bien évidemment beaucoup plus vert. Un certain nombre des membres du tribunal, de tribunaux apprécient la possibilité de voir de près l'expression du visage du témoin. Jusqu'à 80% des auditions en Asie devraient continuer à se dérouler dans un format pleinement virtuel au cours de l'année 2020. Une étude de 2021 de Baker McKenzie et KPMG au Royaume-Uni montre que 66% des participants à ces auditions virtuelles ont évalué leur expérience comme étant bonne ou excellente. Vous pouvez donc voir que les auditions virtuelles, l'interrogatoire des témoins en format virtuel va sans doute perdurer, même lorsqu'il sera possible à nouveau de se retrouver physiquement, en présentiel. Il nous faut donc mettre en place ces protocoles d'interrogation des témoins à distance. Comme vous avez pu l'entendre, le fait d'interroger des témoins à distance implique un certain nombre de problématiques très spécifiques. Un certain nombre de questions se posent. Il faut garantir l'intégrité de la procédure. Il faut préserver la justesse de l'arbitrage. Les décisions d'arbitrage doivent pouvoir être garanties, y compris dans ce cadre. Il nous faut donc un protocole pour ces auditions virtuelles. Comme vous avez déjà pu le constater, toute une série d'institutions ont proposé des directives pour définir de tels protocoles, mais on observe des divergences entre les protocoles proposés. Il est donc important de rassembler tout ce savoir pour créer un protocole unique pour les interrogatoires à distance pour faciliter le recours à cet outil virtuel à l'avenir. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Yoshimi, de votre présentation très détaillée. Merci d'avoir souligné pour nous quels étaient les problèmes auxquels nous étions confrontés dans ce cadre. J'ai cru comprendre que l'absence de procédure harmonisée entre ces différents protocoles qui ont été mis en place fait partie de ces problèmes. Différentes institutions ont mis en place de tels protocoles suite à la pandémie. Il était impossible d'interroger ces témoins en personne. Voilà ce qui s'était donc produit. Merci beaucoup. Avec cette présentation, nous en arrivons à la fin de la partie arbitrage de notre projet, du projet GRDI. Nous passons maintenant à la partie médiation. Nous reviendrons à l'arbitrage un peu plus tard. Mais nous allons maintenant passer à la médiation. Les procédures de médiation ont connu un certain nombre de changements à cause du rôle des technologies, à cause de l'impossibilité d'organiser ces médiations en personne.
Et je vais passer le relais à ma collègue Jae Song qui va présider cette session. Merci Anna. Comme Anna l'a annoncé ce matin, l'idée ici est de dédier la deuxième partie de la session au paragraphe 17 du document de séance 222 qui essaye de définir la portée générale du projet. Nous avons évoqué la question de l'arbitrage, mais cette session, à partir de maintenant, va se pencher sur la question de la médiation, notamment la médiation en ligne. Nous allons tout d'abord entendre la présentation de M. James Claxton qui résume les résultats du forum de Tokyo. Nous avons abordé déjà, où cette question a été abordée. Karine interviendra ensuite et nous fera part de son expérience de médiatrice dans le contexte de la médiation en ligne. Elle nous fera part de son expérience en tant que médiatrice anonyme. Et notre dernier collègue interviendra Monsieur Lim interviendra pour nous parler de son expérience à lui. Je vais donner la parole à Monsieur Claxton tout d'abord. James, je vous en prie. Merci beaucoup, Jay, mesdames et messieurs. J'ai l'immense honneur de pouvoir participer à cette discussion grâce à la CNUTSI, que je remercie de m'avoir fait participer. La pandémie de Covid-19 a généralisé le recours à la médiation en ligne. Je voudrais, dans ma présentation d'aujourd'hui, présenter un certain nombre de traits caractéristiques de la médiation en ligne, évoquer les bonnes pratiques pour les parties, les médiateurs qui travaillent en ligne. Pour présenter plus en détail tous ces points, je vous propose de vous faire part de quelques enseignements retenus du forum qui a été organisé par la CNUTI, le ministère de la Justice du Japon et le CIRDI, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. 3 questions principales sont venues encadrer cette manifestation sur la médiation en ligne. Premièrement, comment les médiateurs se préparent-ils pour la médiation en ligne d'une manière qui permette d'aboutir à des résultats positifs? À ce forum, Nadja Alexander a évoqué l'importance de la confiance entre les médiateurs et les parties. Développer cette confiance est souvent moins évident en ligne qu'en personne. Néanmoins, le côté pratique des plateformes en ligne rend plus simple pour les médiateurs de rencontrer les parties en amont, avant la médiation, dans le cadre de discussions officieuses. Au moment où la médiation elle-même a lieu, le médiateur et les parties auront déjà eu la possibilité de dialoguer d'une manière informelle. Cette caractéristique de la médiation en ligne, à savoir le fait que les parties et le médiateur peuvent se rencontrer d'une manière relativement rapide et simple, a d'autres implications. Dans la médiation en ligne, les médiateurs peuvent diviser une journée de médiation en une série de réunions plus brèves avec l'une ou l'autre des parties, si cela aide à avancer. Ce n'est pas forcément facile, c'est d'ailleurs souvent tout simplement impossible pour des réunions en personne. Cette possibilité d'organiser des discussions à part est considérée par certains comme l'un des avantages principaux de la médiation en ligne. Nadja a également évoqué l'importance de faire en sorte que la plateforme utilisée soit sûre et accessible, en particulier pour les parties qui sont un peu moins à l'aise avec les technologies. Au stade de la préparation, il est important donc pour les médiateurs de conseiller les parties concernant l'utilisation de la plateforme en ligne, leur donner tous les conseils nécessaires et de disposer d'une solution de secours si un problème survient. La deuxième question est: quels sont les avantages comparatifs de la médiation en ligne et quelles sont ses limites? Dans le cadre de ce forum, Bill Wood a évoqué l'aspect pratique, l'accessibilité et la collaboration comme étant les avantages comparatifs de la médiation en ligne. Une meilleure collaboration ne semble pas forcément être une idée que l'on associe naturellement à des réunions en ligne. Et pourtant, en évoquant des questions liées aux technologies, se mettre d'accord sur tous ces points, ou le processus de médiation en ligne, ou la question de l'heure, lorsque des parties sont dans différents fuseaux horaires, donne un aperçu de la
collaboration de base qui peut être développée. En ce qui concerne l'accessibilité, les participants à la médiation apparaissent de la même manière à l'écran. Ils ne sont pas dans une salle à des distances diverses. Ils peuvent être chez eux, dans d'autres espaces privés. Ces différents éléments permettent de personnaliser les participants, le mieux les incarner, de faciliter le dialogue entre eux. Néanmoins, le Bill a également reconnu un certain nombre de limites associées à la médiation en ligne. Un médiateur qui essaye de rassurer une partie qui ressent un certain nombre d'émotions, qui est troublée, eh bien c'est un processus qui est contraint par la distance physique. Une médiation via Zoom finalement ressemble à n'importe quelle réunion Zoom. Par opposition, une médiation en personne demande davantage d'engagement, dans la mesure où les parties doivent prévoir l'organisation de la séance en amont et se rendre sur place. La médiation en ligne est également plus fatigante que la médiation en personne. Elle implique davantage de pauses et des journées plus brèves. La troisième question est la suivante. L'équité de la procédure, comment est-elle préservée dans le cadre d'une médiation en ligne? À ce forum, Anne-Karen Grill, qui interviendra un peu plus tard aujourd'hui, a fait la différence entre la justesse de la procédure et le sentiment de justice qui est associé au résultat du processus. L'équité du processus peut être promue dans le cadre de processus de médiation par une bonne conception du processus et par le biais de bonnes décisions. En ce qui concerne la conception du processus, les médiateurs doivent par exemple dire comment l'information et les documents seront diffusés auprès des parties et mettre en place des systèmes qui protègent les données. Ils devraient également faire en sorte que la technologie utilisée soit facile d'accès, facile à utiliser. Pour les décisions émanant du processus, les médiateurs pourraient par exemple prendre des mesures qui suppriment les différentes barrières empêchant la communication, que ce soit l'un avec l'autre ou avec les parties. Un quatrième intervenant au Forum de Tokyo, Wei-Ming Chuan, a évoqué le rôle des institutions de résolution des litiges dans la médiation en ligne. Lors de la manifestation d'aujourd'hui, nous entendrons George Lim, qui préside le Centre pour la médiation internationale de Singapour, et qui évoquera ce sujet. Il me semble nécessaire ici, en tout cas, de reconnaître que les institutions ont un rôle à jouer dans la promotion de la médiation, notamment dans la médiation en ligne, et dans la facilitation de ce processus. La médiation en ligne ne va pas reculer avec la pandémie. Des preuves concrètes, des études empiriques montrent que la médiation en ligne est aussi efficace que la médiation en personne en termes de taux de règlement des litiges. Je remercie la CNUTI d'avoir soumis cette question, de nous avoir poussé à nous intéresser à cette question. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci Jay, merci à tous. Je suis à Vienne, je vous salue. Je voudrais également remercier la CNUTI pour m'avoir invité à participer à cette séance. C'est un immense plaisir pour moi de participer aujourd'hui et de contribuer à notre projet. Ce que je voudrais apporter à cette session aujourd'hui, c'est vous faire part de mon point de vue de praticienne concernant la résolution des litiges en ligne. Je suis médiatrice, je me spécialise dans la résolution de litiges internationaux. Je travaille dans un contexte de litiges commerciaux, des ISDS, et je suis accréditée auprès du CEDRE, le Centre pour une résolution efficace des litiges à Londres. Le CEDRE a été un pionnier dans le domaine. Nous avons créé une plateforme pour les entreprises. J'ai décidé de participer, j'ai demandé à participer à ce processus. Aujourd'hui, je fais partie, avec 60 autres professionnels, je fais partie de ce groupe P2B, la plateforme, donc plateforme to business, plateforme au monde de l'entreprise. Nous sommes tous formés à la médiation en ligne.
Nous travaillons dans plus de 20 langues de l'Union européenne. Chaque médiateur de notre groupe est désigné en respectant les engagements qualité pour les médiateurs du CEDRE. Cela veut dire que chacun d'entre nous mène au moins 2 médiations dans l'année. Nous participons au moins 6 heures par an de formation professionnelle à la médiation. Nous avons tous une assurance professionnelle à hauteur de moins 1 million de livres et nous sommes suivis très régulièrement de manière indépendante et anonyme. Nous recevons des commentaires, un retour d'expérience de la part de nos clients. L'objectif étant d'évaluer donc cette plateforme du CEDRE, la plateforme P2B. Ce que j'évoque ici est très différent du processus que vient d'évoquer mon collègue, M. Claxton. La plateforme CEDRE fonctionne à partir du règlement de l'Union européenne sur les P2B, règlement qui est entré en vigueur en juillet 2019. Il s'agit du premier jeu de règles défini par l'Union européenne sur le recours à la médiation pour résoudre des litiges entre fournisseurs de services Internet, de services intermédiaires. Nous appelons cette entité fournisseur de plateformes en ligne et d'autre part les usagers de ces plateformes en ligne. L'objectif de ces règlements est de créer un environnement commercial équitable, transparent et prévisible pour le côté entreprise et d'autre part faire en sorte qu'il existe des mécanismes de règlement des litiges équilibrés et efficaces. Près de la moitié des PME dans l'Union européenne utilisent des plateformes de vente en ligne pour vendre leurs services et on estime à 7000 plateformes en ligne le nombre de celles qui correspondent à la réglementation P2B. Cette réglementation s'applique à tous les fournisseurs de services, tous les fournisseurs de plateformes en ligne, aux services d'entreprise de l'Union européenne et au Royaume-Uni. Cela s'applique également après le Brexit. Cette définition, comment est défini ce prestataire de plateforme en ligne? La définition est assez ample. Il s'agit de moteurs de recherche, des prestataires qui créent des lieux de vente en ligne, des détenteurs de plateformes de réseaux sociaux et des applications, donc des magasins d'applications, App Store. Ces prestataires qui ne jouent, pour ceux de ces prestataires qui ne jouent pas le rôle d'intermédiaire entre le monde de l'entreprise et les consommateurs, ils ne sont pas soumis au règlement P2B. En ce qui concerne le règlement des litiges et la médiation spécifiquement, ceux qui fournissent ces plateformes doivent, dans le cadre de ce règlement, définir en interne un système de gestion des plaintes et désigner au moins 2 médiateurs qui se portent volontaires pour régler d'éventuels litiges. À quel moment intervient le CEDRE? Pour respecter ces différentes dispositions du règlement de l'Union européenne, les fournisseurs de plateformes en ligne peuvent, au lieu de désigner 2 médiateurs, peuvent choisir une plateforme telle que le CEDRE pour vérifier le respect des dispositions existantes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Je vous l'ai dit. Je suis médiateur au niveau du CEDR, donc du CEDRE. Alors, nous aidons les utilisateurs à faire remonter leur plainte à l'encontre d'un fournisseur de plateforme en ligne. Comme vous l'aurez remarqué, je n'ai pas donné de nom. Après 2 ans de pandémie, vous comprendrez que je ne vais pas donner nom et vous pouvez tout à fait vous imaginer les entreprises qui sont concernées par ce règlement. Alors, le fait de faire remonter cette plainte suppose de demander une médiation juridiquement non contraignante, volontaire, ou une décision également. Ces termes sont utilisés de manière interchangeable. L'utilisateur qui
assure la promotion ou qui vend ses produits sur le biais de cette plateforme doit tout d'abord remplir un formulaire sur le fournisseur de cette plateforme en ligne avant de pouvoir ainsi invoquer le règlement. Alors, il s'agit en règle générale d'un processus électronique. Il suppose un paiement et il suppose également le remplissage d'un formulaire en ligne et invitera l'utilisateur à mettre à disposition la documentation pertinente ou le justificatif. Un médiateur est ensuite nommé. Il va travailler dans l'ombre, puisque c'est un processus anonyme. Donc il va prendre une décision sur le litige en examinant l'information reçue par les deux parties, par l'entreprise et par le fournisseur de la plateforme. Alors, la décision revêtira la forme soit de une ou plusieurs recommandations, engageant le fournisseur de la plateforme en ligne à prendre des mesures, ou la décision pourrait tout simplement déboucher sur l'absence de recommandations. Ces recommandations de la part du médiateur ne sont pas juridiquement contraignantes. Alors, nous demandons 500 €, 490 livres, et avec la TVA, si l'adresse de cet utilisateur se trouve au Royaume-Uni. Ces frais sont généralement divisés entre le fournisseur de la plateforme et l'utilisateur. Si le médiateur accouche d'une recommandation, les frais de l'utilisateur seront remboursés par le CEDR à l'utilisateur dans un délai de 30 jours après la décision du médiateur. Ni l'utilisateur ni le fournisseur de la plateforme n'est obligé d'utiliser une représentation juridique, bien que chaque partie soit libre de le faire si elle le désire. L'utilisateur et la plateforme doivent financer la préparation de la documentation, chaque partie s'engageant à ne pas engager une action juridique contre l'autre pour récupérer ses frais. Alors, toute décision prise par le médiateur s'applique uniquement au litige concerné et aucune des décisions prises par le médiateur ne constitue un précédent. Alors, je reviens à la procédure. Lorsque un formulaire satisfaisant à toutes les exigences est reçu par le CEDR enverra un accusé de réception avec un numéro de dossier. Lors de la réception de la confirmation et du numéro de l'affaire, l'utilisateur aura une période de 3 jours pour procéder à des amendements ou des ajouts à sa demande. Il pourra également fournir davantage de preuves. Le CEDR procède à une évaluation initiale dans un délai de 15 jours. Quant à la recevabilité de cette demande, s'il considère que cette demande est valable, il notifiera le fournisseur de la plateforme en ligne en lui envoyant une copie électronique de la demande de l'utilisateur, le numéro de l'affaire et tout justificatif. Lorsque nous recevons la réponse du fournisseur de la plateforme, une copie de celle-ci sera envoyée à l'utilisateur à des fins d'information. Lorsque nous recevons une réponse, le CEDR nomme officiellement un médiateur pour cette affaire. L'objectif est d'arriver à une décision dans un délai de 40 jours après la réception de la réponse du fournisseur de la plateforme en ligne. La décision du médiateur sera présentée par écrit, elle sera justifiée. Le médiateur va envoyer une copie de la décision au CEDR pour qu'il y ait un examen par les pairs. Alors, quels sont les pouvoirs du médiateur? Le médiateur doit être juste, il ne doit pas avoir de parti pris, il doit agir rapidement, avec efficacité. Il doit donc agir rapidement, avec efficacité, je vous l'ai dit.
La décision du médiateur doit être conforme à la législation, à tout code déontologique existant entre les parties et tout contrat existant entre l'utilisateur et le fournisseur de la plateforme. Le médiateur peut modifier, s'il le désire, les délais qui sont mentionnés dans ces règles. Il pourra exiger obtenir davantage de preuves ou de documents de la part des parties. Il fixera des délais de présentation de ces documents par les parties. Il procédera à une médiation si aucune des parties ne respecte pas ces règles ou ne suivent pas les instructions de ces règles. Il consultera toute preuve non présentée par les parties. Il doit de toute façon informer les parties de l'existence de ces preuves et leur donner la possibilité de se prononcer sur celles-ci. Il examinera et prendra en considération toute preuve qu'il considère pertinente. Et il devra mettre un terme à la médiation au final. Si notamment, de son avis, la totalité de ce litige se trouve en dehors de la portée de ce règlement. S'il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'appel si le médiateur décide de mettre un terme à la médiation. J'ai été jusqu'à présent, j'ai examiné 5 affaires depuis que je travaille au niveau du CEDR. J'ai traité de ma première affaire à partir de mai 2021. J'ai travaillé exclusivement sur la base de la documentation présentée par les parties. La seule information que les parties obtiennent me concernant est l'information qui est fournie sur mon profil, sur le site web du CEDR, du CEDR. Vous pouvez bien sûr me chercher sur Internet si vous le voulez, bien sûr. Les fournisseurs des plateformes en ligne sont toujours représentés par leur équipe juridique, équipe à l'interne. Les utilisateurs avec lesquels j'ai travaillé jusqu'à présent ont été représentés par un juriste. Et bien que j'ai la possibilité d'avoir demandé davantage d'informations sur les parties, je n'ai jamais utilisé cette possibilité. En moyenne, avec l'examen par les pairs du CEDR, j'ai été en mesure de respecter les délais, d'être en dessous des 2 semaines qui sont prévues et des 40 jours. En règle générale, il me faut 1 ou 2 journées pour arriver à une décision. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Je vous interromps, mais vous avez dépassé votre temps de parole. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, conclure? Oui, bien sûr. Alors, en guise de conclusion, il n'est pas facile de travailler en tant que médiateur anonyme dans le cadre d'un règlement de litige, d'un litige en ligne, notamment lorsque les règles sont encore en train d'évoluer. Lorsque vous êtes médiateur et que vous que vous jouissez de l'anonymité, ce n'est pas facile. Donc, il serait peut-être bon de parler, dans ce cas ici, de décision donc d'urgence rendue par un tiers ici, plutôt que de parler de médiation. Les médiateurs qui travaillent dans le cadre de ce système doivent quand même avoir pas mal d'expérience. Ils doivent être de manière à pouvoir rendre une décision dans les délais impartis. Ils doivent également disposer d'une expérience dans la rédaction de ces arrêts. C'est toujours du sang, de la sueur et des larmes. C'est quand même un processus qui, même s'il est fait en ligne, est un processus profondément humain parce que ce sont des personnes au final qui sont concernées. Je vous remercie en tout cas de m'avoir donné la possibilité de partager mon expérience avec vous. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Nous allons poursuivre les débats sur la question cet après-midi. Je vais maintenant donner la parole à George qui va nous présenter la perspective des institutions. George, vous avez la parole.
George. Il s'agit de George Lim. Nous sommes en retard. Est-ce que vous pourriez limiter votre exposé à 6 minutes, s'il vous plaît? J'arrive pas à faire fonctionner ma caméra. Oui, on vous voit à l'écran, monsieur. C'est bon, Georges, on vous voit. Très bien, merci beaucoup. Bonjour, je vous salue depuis Singapour. Je préside le Centre international de médiation de Singapour. Nous sommes une organisation à but non lucratif qui s'occupe de la promotion de la médiation dans des litiges internationaux, transfrontières. Vous m'avez demandé de partager notre expérience en la matière. Vous m'avez demandé de présenter le point de vue des différentes institutions. Il y a de cela 2 ans, si vous m'aviez demandé de me réunir en ligne avec vous, eh bien, j'aurais formulé quelques réserves et j'aurais peut-être même résisté à cette invitation. Cependant, la pandémie est passée par là et nous a obligés à adopter des méthodes de travail. Sur la base de l'expérience du Centre international de médiation de Singapour et sur la base de mon expérience personnelle, je peux vous dire avec assurance aujourd'hui que la médiation en ligne peut fonctionner et fonctionne. Vous voyez cette planche à l'écran. Merci d'ailleurs d'avoir affiché mon exposé. Il s'agit d'une photo d'une séance de médiation hybride. Alors vous voyez, je suis présent ici, il y a les différents conseillers, l'objectif étant de préserver la confidentialité des parties. Ceci a eu lieu donc à Singapour. Planche suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais partager avec vous quelques statistiques régionales. Entre juin 2020 et décembre 2021, 100 affaires ont été présentées et soumises à la procédure de médiation au titre du Centre international de médiation de Singapour. 53% nous avons eu connaissance de 89 affaires, 53% d'entre elles ont été traitées de manière ou en ligne ou de manière hybride. 60% des affaires hybrides, des affaires en ligne, ont été réglées. Et pour ce qui est du taux de règlement d'ensemble, nous en sommes à 76%. Je vais maintenant vous passer à la planche suivante. Je vais vous parler de notre coopération avec le centre de médiation japonais. Donc le centre de médiation que je représente, celui de Singapour et le Japon. Donc nous avons élaboré un protocole conjoint pour faire de la médiation à l'heure du Covid. Nous avons ainsi eu à connaître d'un conflit entre des parties japonaises et indiennes. Nous avons donc, nos deux institutions ont été mobilisées. Nous avons, quant à nous, nommé un médiateur de Singapour. Le centre japonais a nommé un médiateur japonais. Donc c'était important, bien sûr, c'était de veiller à ce que la médiation et les médiateurs connaissent les sensibilités des différentes parties. Cette médiation a été menée pleinement en ligne. Nos deux institutions ont œuvré pour que la gestion de bout en bout soit possible et pour que les discussions en ligne puissent être fructueuses. Nous avons également connu d'une autre affaire, un différend dans le domaine de l'énergie impliquant 700 parties, couvrant donc plusieurs pays, concernant plusieurs pays, le Royaume-Uni, la Suisse, les Émirats arabes unis, l'Inde et Singapour. Celle-ci a pu être organisée en un temps record, en moins de 3 semaines, et elle a été réglée en 1 semaine. Étant donné le nombre de juridictions et de participants et de fuseaux horaires, ça a été un exploit pour nous d'arriver à le faire. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, donc afficher maintenant mon image? Je n'ai plus besoin de vous présenter de planche. Je vais maintenant me centrer sur quelques observations. Alors, je pense que la médiation en ligne ne va pas nous quitter. L'orateur précédent a parlé d'arbitrage virtuel. Et je pense qu'il en va de même pour la médiation. La médiation en ligne, elle va
va se poursuivre. Sans le coût de déplacement, la médiation internationale en ligne est peu coûteuse. Elle représente une fraction des coûts d'arbitrage en présentiel. Une médiation internationale peut être organisée en 2 ou 3 semaines, comme l'affaire dont je vous ai parlé le prouve. C'est une révolution. C'est une révolution que ce qui s'est produit. Et beaucoup d'acteurs n'en ont pas totalement pris conscience. De plus en plus, des gens se tournent vers la médiation avant donc de se tourner vers les tribunaux. C'est ce que nous observons sur le terrain. C'est une tendance qui se dessine. Ensuite, troisièmement, nous espérons que les praticiens de la médiation et de l'arbitrage considéreront, ou même les conseils juridiques considéreront que la médiation est un système complémentaire et considèrent qu'ils sont en fait là pour régler des différends. Ensuite, quatrièmement, les institutions de médiation jouent un rôle très très important. Elles fournissent des services de soutien de bout en bout à des affaires ou des procédures de médiation internationale. Il faut que les parties, bien sûr, sélectionnent de bons médiateurs. C'est particulièrement important étant donné lorsque ces affaires touchent à des considérations ou à des différences interculturelles. Ensuite, il est également nécessaire de garantir la confidentialité et la sécurité du processus dans son ensemble. Ensuite, la médiation en ligne a un potentiel très très fort. La CNUTSI, nous pensons, peut réunir les différentes organisations internationales, les médiateurs, les États, justement, pour aider les entreprises à régler leurs différends. Nous avons besoin de davantage de paix au niveau international. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci d'avoir été aussi concis dans votre exposé. Le groupe de travail aura remarqué qu'il y a des points communs entre l'arbitrage en ligne et la médiation en ligne, mais également des particularités qui sont propres à chacune de ces procédures. La question de la confiance entre les parties et le médiateur est particulièrement importante. Et je pense que le secrétariat qui donc dresse l'état des lieux de la situation dans le domaine de la médiation et de l'arbitrage devra prendre en considération ces différences. Nous allons maintenant écouter 3 orateurs. Nous allons maintenant écouter Camilla Macpherson, qui va nous expliquer comment les règlements sont tranchés dans le secteur financier et si ils ont eux aussi appliqué les mêmes technologies qui sont utilisées dans le domaine de l'arbitrage en général. Camilla, si vous êtes là, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jay. J'espère que vous pouvez me voir et m'entendre correctement. Alors, on m'a demandé de vous présenter comment le règlement des différends financiers ou des litiges financiers a évolué ces dernières années. Alors, je pense que l'évolution dans le règlement des litiges financiers peut servir le modèle de règlement des litiges dans le domaine du numérique, notamment si on parle des litiges concernant la technologie. Moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est la FinTech. Alors, j'ai observé qu'il y a un intérêt croissant dans ce secteur. Je suis chef du secrétariat pour Prime Finance, qui est une fondation à but non lucratif qui a été basée à La Haye, qui a été créée en 2012 pour veiller à ce que justement des mécanismes soient mis en place pour régler les différends dans les litiges financiers. Nous disposons d'un règlement d'arbitrage et de toute une série d'experts qui sont présents sur le terrain. Nous avons été un des quelques acteurs à reconnaître les spécificités justement du règlement des litiges financiers. Ensuite, nous avons compris également qu'il était nécessaire d'adapter le processus aux besoins du secteur financier. Depuis 2012, toute une série d'initiatives ont été lancées et mettent l'accent sur le règlement des litiges financiers, les règles d'arbitrage de la CITEC, le groupe d'arbitres pour le règlement des litiges financiers, la Banque centrale égyptienne a
mis en place ou travaille à la mise en place d'un centre égyptien de règlement des litiges dans le domaine bancaire. TechCity est en train d'être transformé en un centre de services financiers en Inde qui est accompagné également d'un centre d'arbitrage. Il y a peut-être d'autres initiatives. D'autres initiatives ont également été lancées en ce sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne sommes plus les seuls à reconnaître que les litiges financiers sont particuliers. Alors, qu'en est-il dans la réalité? Eh bien, l'approche traditionnelle de la part des banques a toujours été que les tribunaux et les principaux centres financiers, Londres, New York, sont les endroits idéaux pour justement traiter leurs litiges. Cependant, il y a une certaine réticence de la part des arbitres. Or, cette réticence n'est aujourd'hui plus là. Pourquoi? Nous avons compris que il faut mobiliser des experts et que tous les tribunaux, les systèmes judiciaires ne sont pas en mesure de mettre des personnes compétentes à ces affaires. Ensuite, nous avons vu comment les règles des différentes institutions se sont adaptées pour justement essayer de combler les lacunes de l'arbitrage. Les banques, très souvent, optent pour des méthodes qui permettent rapidement de régler les litiges. Par exemple, les rejets rapides, des procédures d'urgence ont été mis en place. Ensuite, dans le secteur financier, si vous avez de nombreuses parties, de nombreux litiges, eh bien, il était traditionnellement très difficile de se faire entendre dans un processus d'arbitrage. C'est la raison pour laquelle il y a eu donc un processus de consolidation des demandes d'arbitrage pour faciliter le processus. En outre, dans un monde mondialisé, alors que les accords financiers concernent davantage de juridictions et de marchés financiers, l'arbitrage est d'autant plus séduisant puisque vous recourez à un arbitre qui est neutre, qui n'appartient pas à votre juridiction ou à la juridiction de l'autre partie. L'arbitrage, étant donné les conventions sur l'arbitrage, notamment dans les domaines, pour ce qui est des litiges transfrontières, est d'autant plus séduisant. Alors, je reviens à la question de la technologie et au thème de ce colloque. Alors, je vous l'ai dit, je vais mettre l'accent sur le secteur donc, de la FinTech. C'est un secteur qui a le vent en poupe, qui a beaucoup évolué. Les approches sont différentes en fonction des juridictions en la matière. Ceci mène à une incertitude juridique, et lorsque vous avez une incertitude juridique, eh bien, ce n'est pas bon pour les échanges et le commerce. L'arbitrage est particulièrement séduisant pour le secteur de la FinTech, c'est ce que je vais vous dire. Je pense que ce sera dit également lors des séances à venir. Alors, comme je l'ai dit, l'arbitrage est intéressant parce qu'il nous faut des experts. Il est important de disposer d'experts qui vont trancher ces affaires, qui connaissent le secteur et les procédures. Ensuite, le secteur de la FinTech est peu patient et veut que les litiges soient réglés rapidement. Et enfin, c'est une nouvelle industrie. Donc, le lien traditionnel avec le judiciaire n'est pas aussi fort. Ce qui, en tout cas, a peut-être été un obstacle au recours à l'arbitrage a peut-être été dû justement à cette réticence de la part des acteurs financiers à s'en remettre au secteur
judiciaire pour trancher des différends dans le domaine financier. En ce qui me concerne, je suis favorable à une utilisation d'arbitres qui sont des spécialistes dans le domaine des litiges financiers. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Camilla. Nous allons maintenant écouter Federico. Alors, on parle très souvent de règlement des litiges sur la base des technologies blockchain. Alors, il s'agit ici de litiges qui concernent des parties anonymes. Federico, vous avez la parole. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les représentants. Je suis Federico Ast. Je représente une entreprise qui est pionnière dans le domaine de la décentralisation de la justice. Depuis que Mark Zuckerberg a changé le nom de Facebook et l'a changé à Meta, nous avons pris conscience du fait que certaines des litiges seraient réglés en utilisant justement le métavers. Ces litiges peuvent porter sur des NFT et sur d'autres éléments. Sur des éléments notamment qui, lorsque la convention de la CNUSI a été signée, alors, aujourd'hui, de plus en plus, nous avons donc à traiter de litiges concernant des crypto-devises. Des parties anonymes sont concernées et même des arbitres anonymes. Planche suivante, s'il vous plaît. Donc, la question est de savoir comment nous pouvons donc régler ces litiges la multiplication de ces litiges dans des domaines, dans des univers virtuels entre ces parties anonymes. Il y a toute une série de technologies qui peuvent être utilisées. L'intelligence artificielle, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est quelque chose qui sera abordé par d'autres intervenants. Et dans le domaine de la justice décentralisée, qui est le secteur dans lequel je travaille. Donc, on utilise la technologie de la blockchain pour que des êtres humains règlent ces litiges. Je vais essayer de vous donner un exemple pour vous expliquer comment nous réglons ce problème. Si vous prenons un exemple, Alice et Bob. Alice engage Bob pour qu'il produise une vidéo sur une plateforme en ligne. Elle ne connaît pas Bob. Et ce sont des particuliers, leurs interactions se font par des avatars numériques. Et ensuite, il y a un désaccord, un litige qui intervient parce que la vidéo que Bob produit n'est pas de la qualité que Alice attendait. Alors, bien sûr, on ne va pas aller à la Chambre de commerce de Paris pour des petits montants, 500 000 $. Les acteurs ne savent très souvent d'ailleurs pas quoi faire dans ce domaine. Alors, imaginons qu'au lieu de payer, ils choisissent un contrat électronique géré par un arbitre. Si il y a litige, eh bien, il y aura donc une somme qui sera placée dans un compte qui sera gelé pour qu'ensuite une décision puisse être prise pour rentrer ce litige. Ensuite, il y a donc ici une chaîne de blocs unique qui va choisir un certain nombre de jurés qui vont évaluer les éléments de preuve, le contrat, l'accord qui avait été passé, le produit. Chacun d'entre eux, indépendamment, va voter et dire qui a raison. C'est essentiel de s'appuyer sur les chaînes de blocs ici. Ainsi, personne ne peut manipuler les preuves et personne ne peut porter atteinte au processus de sélection des jurés. Cela donne aux parties la certitude qu'ils peuvent utiliser ce type de système. Ces jurés votent dans le cadre de ce cas. Disons qu'ils votent pour
Alice, le contrat débloque les fonds, le contrat intelligent débloque les fonds qui lui sont versés. Grande innovation ici, dans le cadre de ce système, c'est que les jurés sont anonymes. Ils doivent être sélectionnés. Il faut acheter un certain jeton, un élément de preuve virtuel qui permet ensuite de gérer les différentes requêtes dans le cadre de ces plateformes. Par exemple, nous avons cette cour qui se spécialise dans les cas de matériel vidéo. Vous avez ce jeton qui permet de procéder à un tirage au sort. Par exemple, 5 jurés sont tirés au sort. Il s'agit des personnes qui vont voter dans le cadre de ce litige. Il s'agit d'anonymes, encore une fois. Et je ne vais pas me pencher en détail sur la théorie des jeux sur laquelle cela repose, mais l'avantage principal ici, c'est qu'on peut créer un certain nombre de mesures incitatives poussant ces jurés à décider du cas d'une manière honnête. Si on est influencé par une certaine malhonnêteté, si on est malhonnête en prenant la décision, on risque de perdre de l'argent. S'il y a des pots de vin qui sont versés, par exemple, ou d'autres comportements de ce type, cela finit par vous retomber dessus. Les usagers peuvent gagner de l'argent par le biais de la résolution de différends. En tout cas, voilà, tout cela repose sur la théorie des jeux et il faudra voir comment... Nous allons voir comment cela s'applique en pratique. Comment envisageons-nous l'avenir de la résolution des litiges dans les métavers? Nous avons 3 situations principales ici. Il y a des cas plus objectifs et un peu moins complexes, disons. Ils seront traités de manière tout à fait automatique par des outils relevant de l'intelligence artificielle. Cela sera moins cher, ça fonctionne. Mais il y aura également des cas où il y aura des mécontentements qui subsisteront, qui seront de nature, qui relèveront de plusieurs juridictions. Ils ne pourront pas être traités d'une manière pleinement automatique. Les machines ne permettent pas de bien résoudre un certain nombre de situations. Par exemple, l'humour, le sarcasme. Ce genre de paramètres ne sont pas bien traités par des machines. Et ensuite, des cas plus complexes encore. More complex cases that require... Il y a des cas plus complexes qui impliquent une compréhension juridique plus complexe et qui seront soumis à des voies de résolution traditionnelles. Alors, nous avons la Convention de New York sur le respect des procédures qu'il faudra respecter. Une grande question à laquelle nous devons répondre dans le contexte de la CNUTI, c'est ce respect de la procédure. À quoi ressemble-t-il dans les métavers? Dans une situation où nous avons par exemple une partie qui peut être à la fois partie et arbitre. Il faut réfléchir à un système de mesures incitatives et voir si cela peut s'appliquer et être intégré à la législation qui existe pour le règlement des litiges. Aussi, autre situation où un contrat intelligent gère l'application des décisions. La décision est simplement appliquée et ce n'est pas quelque chose qui avait été pris en compte dans le cadre de la Convention de New York. Ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, je pense, c'est que nous avons ce nouveau type de litige. Peut-être
qu'il faudrait une nouvelle convention de New York qui répondrait à une partie de ces problématiques auxquelles personne n'avait songé dans les années 50, au moment où cette convention avait été signée. Toute une jurisprudence a été accumulée par la suite, il faudrait peut-être en tenir compte. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons une augmentation exponentielle du nombre de cas qui se produisent dans le cadre de ces métavers, qui relèvent de leur juridiction. Les systèmes que nous avons pour le moment pour résoudre ces litiges ne sont pas aussi nombreux, ne se développent pas aussi vite que le nombre de cas lui-même. Il y aura donc un fossé qui va se créer en matière d'administration de la justice. L'idée est donc d'essayer de mettre en œuvre ces nouveaux systèmes pour accroître les capacités en matière de résolution des litiges en utilisant l'intelligence artificielle et les autres méthodes de résolution des différends en ligne. Merci beaucoup et j'ai hâte de participer à la suite des discussions. Merci beaucoup, Federico. Merci d'avoir évoqué pour nous le paysage changeant auquel nous sommes confrontés. Le travail dans les métavers est effectivement une problématique spécifique. Merci d'avoir évoqué la Convention de New York. Elle est utile si un contrat intelligent est utilisé, d'ailleurs. Alors, dernier intervenant que nous avons pour ce sujet, c'est le professeur Kotubi. Nous avons parlé hier de l'utilisation des technologies dans les procédures d'arbitrage. Cela est assez différent de ce qui est fait dans le cadre de tribunaux. Nous avons évoqué plusieurs questions à cet égard. Le professeur Kotubi voudrait évoquer le processus juridique utilisé dans ce cadre, notamment les mesures à mettre en place à long terme, le traçage des avoirs et l'échange d'informations entre les différentes instances judiciaires. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de m'avoir convié aujourd'hui. J'ai travaillé pendant 20 ans à Washington dans ce domaine. On m'a demandé d'intervenir aujourd'hui pour évoquer cela d'un point de vue pratique et universitaire. L'idée du traçage des avoirs est un sujet essentiel aujourd'hui dans la résolution des litiges. Impossible d'allumer sa télé ou d'ouvrir un journal sans croiser cette question. C'est un sujet important pour les avocats, pour les néophytes, pour tous. C'est un outil important dans les litiges internationaux, mais ce n'est pas si simple. La difficulté ici est souvent juridique et pratique. Lorsqu'il s'agit de devises, le transfert d'avoirs entre différentes juridictions est bien plus simple qu'auparavant. Dans une économie numérique, saisir et rattraper ces avoirs est très difficile. Et lorsqu'il s'agit de devises numériques, de crypto-monnaies, cela devient encore plus dur. Même votre propre propriété peut passer entre les mains de quelqu'un d'autre assez rapidement. La saisie de ces avoirs devient donc un immense défi. Le groupe de travail numéro 5 de la CNUTSI sur l'insolvabilité s'est penché sur la question. Il est envisagé de créer des outils juridictionnels supplémentaires pour permettre de tracer plus rapidement ces avoirs, pour améliorer la gestion des litiges. Il s'agit d'identifier le plus grand problème juridique en la matière. Il est difficile de geler les avoirs. Cette lacune est rattachée à cette thématique. Des études ont montré que les parties peuvent chercher à préserver leurs avoirs de manière provisoire en amont des procédures, notamment dans le cadre de tribunaux au niveau national. Ce groupe de travail a consacré environ 10 ans de travail à cette question. Dans le cadre de l'article 26 du règlement de la CNUTSI, nous savons tous que les tribunaux ont largement autorité pour traiter de la question. Le modèle de loi sur l'arbitrage national de la CNUTSI permet de mettre en œuvre des dispositions en la matière. La CNUTSI est d'avis que
les effets d'une loi modèle et ont les mêmes effets que les conventions internationales. Un certain nombre de juridictions continuent à dire que la Convention de New York ne permet de mettre en œuvre qu'une partie de ces décisions. Les tribunaux locaux refusent toujours, pour une partie d'entre eux, des mesures provisoires. Si l'objectif ici est de diffuser au niveau mondial de l'information, nous n'y sommes pas encore. Il faut améliorer l'efficacité et la rapidité du traitement de ces cas pour s'adapter à l'économie numérique également. Que pouvons-nous faire? Que peut faire ce groupe de travail? Une chose possible ici, et ce serait très utile d'un point de vue scientifique, d'un point de vue pratique, aussi bien pour les avocats que pour les arbitres, est de créer une boîte à outils. Ce serait une boîte à outils qui permettrait de formuler des mesures provisoires qui seraient mieux reconnues et mieux appliquées dans le monde entier. Une hypothèse problématique, par exemple. Un arbitrage entre deux États parties. Un troisième, quatrième, cinquième État sont impliqués et les fonds circulent rapidement entre tous ces États. L'incertitude concernant l'application des mesures d'arbitrage provisoire est quasiment impossible à faire respecter. Le gel des avoirs, toutes sortes d'autres mesures sont extrêmement complexes à mettre en œuvre. Un certain nombre de mesures sont difficiles à mettre en œuvre, mais sont au moins assez peu controversées. Le règlement de la CNUTI reconnaît que cela peut s'appliquer dans toutes les juridictions du monde. Nous pouvons nous appuyer sur cet accord général. Nous pouvons apporter un certain nombre de mesures de soutien à cet égard. Quels pays appliqueront des mesures provisoires et informeront les tribunaux et quelles de ces mesures doivent être limitées à des tribunaux locaux? Qu'est-ce qui pourrait freiner l'application des mesures provisoires? Nous pouvons proposer des mesures provisoires. Essayer de comprendre quelles mesures provisoires seraient les mieux reconnues. Nous pourrions encourager les avocats, les tribunaux arbitraux à utiliser les formes de réponse les moins controversées et ensuite tenir compte des nuances existantes dans le droit national qui pourraient constituer des obstacles. Cela correspond un peu aux efforts déployés dans le cadre du groupe de travail 5 et constitue un autre outil pour ajuster le système de résolution des litiges au niveau national pour l'adapter donc à l'économie numérique. Il me reste peu de temps et je voudrais évoquer quelques perspectives à long terme. Une boîte à outils de ce type serait très utile, mais je pense qu'à terme, nous devons réfléchir à une solution basée sur des traités conventionnels. Les solutions qui ont été adoptées dans le cadre d'un certain nombre de conventions pourraient être un bon point de départ ici. Les mesures de protection provisoire font partie de ces jeux. Il faut s'appuyer sur ce dont nous disposons, sur le cadre général existant. Nous pourrions aboutir à un nouvel outil qui permettrait de transférer les avoirs rapidement et réduire le coût financier et en termes de temps associé au recouvrement de ces avoirs. C'est une vision à long terme, bien évidemment, mais la capacité des tribunaux arbitraux et des cours nationales de geler et de saisir des avoirs dans une économie numérique internationale en très rapide évolution est cruciale pour permettre d'accompagner le processus de résolution des litiges au niveau international. Et je pense que ce serait en tout cas un exercice à long terme utile que d'y réfléchir. Une partie, une banque, un État. C'était le contexte d'avant. Aujourd'hui, nous sommes
dans un monde hyper connecté. Des interactions en ligne ont lieu tous les jours en ligne entre différentes personnes, différents États. Tous les avoirs sont extrêmement mobiles. Il faut travailler vers davantage de congruence, une meilleure synchronisation des pratiques, des processus plus uniformisés. Cela pourrait être très bénéfique pour permettre l'amélioration de la résolution des litiges et différents au niveau international. Je vous remercie. Merci, professeur Kotobi. En ce qui concerne les avoirs virtuels, effectivement, ce que vous évoquez montre à quel point ce groupe de travail doit être interdisciplinaire dans le contexte de la résolution des litiges dans l'économie numérique. Nous constatons comment ces résolutions peuvent être utilisées pour des questions de solvabilité, de sécurité, etc. Je pense que cela met l'accent à tout à fait juste titre sur ce qui peut être fait et sur la nécessité de coordonner ces travaux. Je voudrais à ce stade attirer votre attention sur le paragraphe 17 du document de séance 222. Nous avons essayé d'inviter les intervenants à évoquer le paysage changeant de l'économie numérique. Nous avons évoqué les évolutions en cours et nous avons également reçu des suggestions sur le travail à venir de la CNUTSI, la définition de directives, la médiation, l'arbitrage en ligne, des protocoles pour les auditions en ligne, pour la médiation également. Nous avons également noté qu'il existait un appel à transposer la Convention de New York dans les métavers. Pour que la Commission puisse prendre une décision éclairée sur son travail à venir, nous disposons d'un mandat et il a été demandé au secrétariat de faire le bilan de ce qui existait. Au paragraphe 17 du document 222, nous avons pu souligner les différents domaines dans lesquels il était nécessaire de faire le bilan. Un certain nombre ont été abordés par les intervenants, d'autres ont été évoqués assez en détail. Nous voudrions entendre les contributions des délégués et du public concernant la portée de nos travaux pour les quelques années à venir. Est-ce que cette palette de travaux vous semble appropriée? Est-ce qu'il manque quelque chose qu'il nous faudrait ajouter? Y a-t-il des éléments qu'il faudrait supprimer, enlever ici, parce que cela ne correspondait pas au mandat de la CNUTSI et de ce groupe de travail? Je voudrais souligner que 5 points majeurs sont soulignés au paragraphe 17. L'un porte sur l'évocation assez constante du fait que nous devons garantir l'égalité et la justice. Il s'agit de trouver un équilibre avec l'efficacité du recours à ces outils. Le flux d'informations, c'est un autre problème. Les parties, le tribunal pourrait disposer d'un accès différent à ces informations, ce qui constitue donc un problème. La résolution des litiges pour les plateformes en ligne. Une mention a été faite des litiges entre consommateurs. Faut-il s'appuyer sur les travaux des tribunaux à cet égard? Nous avons beaucoup entendu sur les auditions et interrogatoires en ligne, les auditions de témoins. Nous faut-il mettre en place un travail pour définir un protocole sur lequel pourraient s'appuyer les tribunaux et autres praticiens en la matière? Nous avons également entendu ce matin évoquer les différentes normes, protocoles et directives liées à la médiation en ligne. Que faut-il mettre en place spécifiquement pour cette médiation en ligne? Le secrétariat s'appuiera sur ces données et nous fournirons des informations à la Commission lorsqu'il s'agira de décider de l'avenir de nos travaux. Sur ce, Anna, pourriez-vous ajouter quelque chose? Merci beaucoup, Jay. Je pense que nous pouvons maintenant donner la parole à nos intervenants pour des réactions, des contributions, des questions de la part de délégués, une question adressée à ce groupe de travail, que ce soit en ligne ou depuis la salle. Comme Jay l'a évoqué, nous nous concentrons dans cette discussion sur différents éléments
permettant de faire le bilan de nos activités. Exercice entrepris par le secrétariat, d'ores et déjà, et dans l'objectif de repérer si tous les points évoqués sont les bons, s'il y en a d'autres qu'il faudrait ajouter, et simplement entendre vos réactions. À toutes les présentations très intéressantes que nous avons entendues ce matin. Je donne la parole à quiconque souhaite intervenir. Merci beaucoup. Je me permets de rebondir sur ce que disait ma collègue. Il y a également la question de la forme que prendra ce bilan. Le secrétariat s'est lancé dans cet exercice. Les informations seront fournies à la commission. Et ces informations existent. Nous avons entendu un certain nombre d'organisations qui disposent d'informations qui portent sur cette question. Nous allons compiler toutes ces informations et les diffuser auprès des membres de la commission et auprès des autres personnes concernées. L'exercice de bilan doit également nous permettre de réfléchir à la présentation de l'information en général. Si vous avez des questions, des remarques concernant ce point, nous en serions également satisfaits. Merci beaucoup. Je donne la parole au délégué de Singapour. Merci beaucoup au secrétariat de la communauté d'avoir organisé ce colloque. Merci pour les excellentes interventions que nous avons entendues jusqu'à présent. La délégation de Singapour soutient l'exercice de bilan qui est mis en place. L'objectif est également de continuer à travailler à développer des directives et une législation si nécessaire, en particulier pour faire en sorte de garantir l'égalité dans l'utilisation des technologies et de permettre la résolution de litiges, l'échange de documents, l'interrogation de témoins doivent être pris en compte. Il s'agit dans l'absence de promouvoir la technologie dans la résolution des litiges. En tant que plateforme en la matière, Singapour est très heureux de contribuer aux discussions portant sur ce point et de contribuer par le biais du partage de son expérience en matière de résolution de litiges dans ce domaine, grâce à nos différents spécialistes en la matière. Nous avons fait part de l'expérience notamment du AICMC, qui est intervenu pour évoquer son expérience concernant les plateformes en ligne. Merci. Le Japon. Merci beaucoup. Jay. Je pense que l'exercice du bilan doit en premier lieu nous permettre d'échanger les meilleures pratiques qui existent dans le domaine pour essayer de combler le fossé du numérique entre les pays développés et en développement. Et nous sommes d'avis que l'exercice de bilan pourrait nous aider. Nous pensons que cet exercice pourrait être utilisé davantage. Nous l'avons évoqué hier. Aujourd'hui, un certain nombre de thématiques évoquées dans le document 222 continueront à faire l'objet d'un travail, ce qui évoque le document du secrétariat sur l'avenir de nos travaux. En termes plus abstraits, cela dépendrait sans doute grandement de la nature des différents sujets abordés. Par exemple, en ce qui concerne l'audition et l'interrogatoire de témoins en ligne, nous avons entendu un certain nombre d'institutions et de praticiens nous faire part de leur expérience en la matière. Les représentants des États-Unis et d'autres ont suggéré qu'il fallait travailler avec plus de souplesse. D'autres ont suggéré la mise en place de directives en la matière. Nous avons évoqué le fait que les règles et pratiques ont évolué. L'intervenant d'Israël l'a souligné. Il y a eu une évolution chez eux. Les juridictions, les systèmes juridiques, les règles de résolution des litiges ont changé. Le représentant de Singapour a également évoqué son expérience en la matière. Il faut s'adapter au contexte sans cesse changeant, davantage marqué par le numérique.
Le professeur Kotebi a évoqué également la nécessité de mettre en place un travail législatif en la matière. Je n'ai pas évoqué la question de la médiation en ligne, les questions de l'équité, de la justice dans l'utilisation de ces technologies. Ce sont des questions tout aussi importantes, voire plus importantes. Mais je vais surtout laisser les autres délégations intervenir pour nous faire part de leur opinion. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Il me tarde de participer à notre échange d'opinions concernant ces différents sujets. Merci beaucoup. Thank you. I would like to then give the floor to Merci beaucoup. Je voudrais donner la parole à la délégation de l'Espagne. Buenos días. Bonjour, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Alors, tout d'abord, et en droite ligne de ce qui a été dit par les différentes délégations qui m'ont précédé dans l'usage de la parole, je voulais commencer par féliciter le secrétariat pour avoir organisé ce magnifique et très intéressante manifestation, colloque, qui aborde des questions qui sont d'une extrême complexité. Je pense que ça fait un jour et demi que nous sommes réunis, je pense que c'est clair maintenant. Alors pour ce qui est de notre position sur les propositions qui figurent dans le paragraphe 17, en ce qui nous concerne, celles-ci vont dans le bon sens. Ceci étant dit, en une journée et demie, nous avons pu observer l'existence de toute une série de problèmes qui vont conditionner qui pèseront sur les réponses. Tout d'abord, l'utilisation de la technologie. La technologie qui vient soutenir ce qui a été fait manuellement ou tout simplement déboucher sur des processus autonomes, avec des résultats autonomes, et qui pose donc le problème du rôle de ces plateformes. Est-ce que ces plateformes vont jouer le rôle d'un tiers indépendant, vont trancher, vont tout simplement fournir un soutien logistique? Et comme l'a dit la délégation de Singapour qui m'a précédé dans l'usage de la parole, se pose autant de questions concernant la régularité de la procédure, des questions traditionnelles qui acquièrent aujourd'hui une question plus importante. Je pense ici à la sécurité des données, l'accès à la plateforme, l'examen avant et après l'utilisation, le contrôle des algorithmes qui vont parfois être utilisés, les partis pris en fonction de l'origine géographique, le sexe, l'origine ethnique, autant de problèmes. Ensuite, nous devons réfléchir aux institutions que nous avons utilisées, comme par exemple la médiation. La médiation, selon les textes de la CNUCI, c'est une tierce partie qui aide les parties à arriver à une décision. S'agit-il en outre, au contraire, d'une décision qui est prise par une partie tierce après avoir écouté les deux parties et qui est imposée aux parties? Le fait que les litiges qui sont présentés sont des litiges, et ça a été soulevé aujourd'hui, sont des litiges sur des petits montants, par exemple dans le domaine de la consommation. Et dans ce cas, les parties ont des positions qui ne sont pas les mêmes, ce qui complique d'autant plus les choses. Ensuite, se pose également l'éventualité enfin, en ce qui nous concerne, nous considérons que la mise en place d'un cyberarbitre n'est pas recevable. Nous appuyons, sachez-le, tout le travail accompli par le secrétariat, mais je tiens quand même à me faire l'écho de ce qui a été dit par certaines délégations hier, à savoir que peut-être le débat que nous avons lancé ne va pas Alors, je précise ici que la médiation et l'arbitrage sont différentes. Étant donné que ce champ évolue très rapidement, il faudra voir dans quelle mesure les textes de la CNUCI s'appliqueront à cette nouvelle réalité. Et là, à ce moment-là, sur la base des questions présentées au paragraphe 17, la mission de la CNUCI peut être très importante. Il peut s'agir d'un travail didactique qui déboucherait sur une création de guides, de lignes directrices qui permettraient justement de
proposer des réponses aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, l'objectif étant de renforcer la sécurité juridique. Voilà, je vous prie de m'excuser si j'ai été très long. Je vous remercie. Thank you. Next on the Merci. Prochain sur ma liste, Israël. Thank you, Jay, and Merci beaucoup, Jay. Et merci aux intervenants d'aujourd'hui. Très intéressant ce qui a été dit aujourd'hui et hier d'ailleurs. Quelques observations par rapport à ce que nous avions déjà dit hier et à la lumière des débats d'aujourd'hui. Nous pensons que parmi les questions qui pourraient être ajoutées à la liste figure la question des interrogatoires, des témoins. Je pense qu'il serait bon de dresser un bilan, de faire le point sur notamment les mesures qui sont prises pour éviter justement la manipulation des témoins. La manipulation des témoins, je pense qu'un travail devrait être mené en la matière. Pour ce qui est des nouvelles propositions, les propositions dont nous avons été saisis aujourd'hui, nous serions favorables à un travail exploratoire sur les systèmes judiciaires, notamment pour les tribunaux d'arbitrage. On nous a dit, et on l'a dit lors de la dernière session de la commission, pour certaines délégations c'est une question importante. Il serait bon également de travailler sur les mesures provisoires, mais à cet égard, nous préférerions... Alors, il n'y a pas de problème pour ce qui est d'un exercice de bilan, mais avant de nous décider en matière de normes, que nous allons élaborer, il faudrait peut-être voir ce qui est fait dans le cadre de le groupe de travail numéro 5, voir un petit peu ce qui s'est passé dans ce groupe, et ensuite nous consulter. Ensuite, certaines suggestions ont été faites ce matin visant à amender la Convention de New York ou d'élaborer une nouvelle convention sur les mesures provisoires. Même dans le cadre d'un exercice de bilan, nous voudrions vous mettre en garde contre ce genre de démarche. Nous ne pensons pas que ce soit un investissement judicieux de la part du secrétariat. Je pense que ce serait un exercice inutile. Nous savons qu'il y a déjà donc une convention sur le recouvrement des avoirs, la convention des Nations Unies contre la corruption. Dans le cadre de cette convention, c'est une question, un instrument et une question qui a soulevé de nombreuses polémiques. Nous ne pensons pas que l'intention soit toujours la bonne. L'expérience a été négative et nous ne voudrions pas donc nous engager dans cette voie. Pas de problème pour ce qui est de cet exercice de bilan. Le secrétariat peut assurer la compilation ou le recueil des pratiques, si vous voulez appeler ça comme ça. Ensuite, pour ce qui est du format, nous sommes d'accord avec ce qui a été dit par le délégué du Japon, à savoir que le résultat pourrait revêtir la forme de documents préparés par le secrétariat, peut-être pas pour la prochaine session, pour cette session de la commission, mais peut-être pour la commission de l'année prochaine ou de celle d'après, pour voir un petit peu ce que nous pourrions faire sur la base de ces informations. Cependant, nous proposerions en tout cas que nous demanderions à ce que ces documents soient plus précis, de manière à ce que nous soyons en mesure de voir quelles sont les deux ou trois questions prioritaires qui doivent être traitées. Cela faciliterait également le processus de consultation à l'interne pour les délégations. Aujourd'hui, lorsque nous présentons ce genre de document, il est très difficile d'obtenir des réponses de nos collègues parce que c'est un document qui ratisse tellement large. C'est un document extrêmement divers. J'espère que les prochains documents présentés par le secrétariat seront plus précis, de manière à ce que les consultations soient plus fructueuses en la matière. Merci. Thank you. Merci. Les États-Unis, s'il vous plaît. Thank you. Merci beaucoup, monsieur. Merci au secrétariat. Merci aux intervenants d'aujourd'hui. Leurs interventions nous ont été très utiles, nous ont donné beaucoup de matière à réflexion. Alors, pour ce qui est des questions que vous avez posées
Alors, pour ce qui est des catégories qui sont mentionnées ici, donc dans cet exercice dans la portée du projet de bilan, alors nous pensons que ce projet ce bilan est une bonne chose, est un exercice utile. Il me semble que toute une série de ces questions pourraient se prêter à un exercice d'élaboration, d'orientation, plutôt que d'instruments législatifs. Il ne s'agit pas ici de couler quoi que ce soit dans le béton. Je pense que lorsque vous avez donc par exemple un chat qui court après une pelote de laine, même lorsqu'il arrive à attraper le fil, eh bien il tire encore plus sur la pelote. Et nous ne voudrions pas nous retrouver dans la position du chat. Je pense que nous devons nous poser la question de savoir si certaines de ces questions ne profiteraient pas ne gagneraient pas à être harmonisées. Par exemple, les procédures pour l'examen ou pour l'interrogatoire des témoins, notamment lorsqu'il s'agit d'audience en ligne, et l'incidence que ceci peut avoir sur la justice des procédures, est une question intéressante. Alors, pour ce qui est des questions qui ont été mentionnées par le professeur Kotoubi dans le dernier exposé, effectivement, l'une des difficultés, c'est que le modèle traditionnel de l'arbitrage semble en général être en mesure de s'adapter ou a été en mesure de s'adapter à l'économie du numérique. Cependant, il y a des aspects, des domaines dans lesquels les outils dont nous disposons doivent être précisés, doivent faire l'objet d'orientation, peut-être des suggestions pourraient être formulées quant à d'éventuels textes qui pourraient être élaborés pour les soutenir. Je pense que l'exécution des mesures provisoires qui rentrent dans le cadre de la loi type, bien sûr, est un outil que nous pouvons utiliser, mais comment pouvons-nous renforcer cet outil pour nous adapter à la rapidité avec laquelle les actifs se déplacent? Je pense que le gel des actifs est une question plus précise et je me demande s'il n'y aurait pas ici une catégorie supplémentaire qui pourrait être créée. Après, cela préjuge un peu des questions que nous examinerons un petit peu plus tard dans la semaine. Y a-t-il des secteurs de l'économie du numérique sur lesquels nous devons nous pencher et pour lesquels nous devrons revoir les règles dont nous disposons, les instruments législatifs, et savoir si les règles que nous avons mises en place répondent à l'évolution et à la numérisation de l'arbitrage. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Alors, je voulais préciser que dans le cadre de ce projet, nous ne sommes pas en train de proposer comme ça des questions. Nous assurons donc nous faisons un bilan de l'évolution de ce secteur et ensuite c'est la commission qui examinerait ces questions, qui trancherait. Hier, lorsque nous avons parlé des exigences des audiences physiques, donc on a dit qu'on devrait peut-être préciser le centre de l'article 24 de la loi type lorsque l'on parle des définitions des auditions ou des audiences. Il est possible qu'après examen de cette question, bien, les juridictions aient le sentiment qu'il faille préciser ces choses. Donc, comme je l'ai dit, nous allons donc nous lancer dans un bilan et ensuite, c'est à la commission d'examiner l'information à disposition et de se prononcer. Sur ma liste, la Suisse, la France et les États-Unis. Vous voulez réagir, les États-Unis, s'il vous plaît? Yes, Oui, merci de me donner la possibilité de réagir à chaud. Alors, soyons clairs, je ne suis pas en train de proposer. Je suis pas en train de proposer un projet spécifique. C'est quelque chose qui sera fait donc au niveau de la commission. Mais pour ce qui est des questions donc qui pourraient faire l'objet d'un bilan, il y a peut-être un secteur dans lequel je ne sais pas où les types de situations décrites concernant des domaines dans lesquels nous devrons peut-être renforcer le cadre juridique existant pour nous adapter aux éléments de l'économie numérique. Comment est-ce que ceci s'intégrerait dans cette catégorie? Je l'ai dit, donc on devra peut-être ajouter une catégorie. Si on peut donc préciser dans le point sur l'équité et la justice ou sur les plateformes de règlement des différends, moi je ne sais pas. Bon, pour l'instant, je m'en tiendrai là. Je vous remercie. thank you very much. Merci beaucoup.
Merci pour vos observations, Carrie. Ceci me renvoie à un des exposés qui ont été faits. On a parlé de l'interconnexion entre le travail qui est en train d'être fait ici au niveau du groupe de travail 2, pardon, au niveau du groupe de travail 4 et 5. Je pense que c'est une valeur ajoutée. Cet exercice de bilan sera très utile. L'idée, c'est de décloisonner le travail de la CNUTSI, notamment dans le domaine de l'économie du numérique. Je pense que c'est quelque chose qui va être très utile pour nous. En tout cas, merci pour ces précisions. Okay, I would like to go. Très bien. Je voudrais me tourner vers ceux qui ont demandé la parole dans la salle. La Suisse, tout d'abord, suivi de la France. La Suisse. Very much. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit hier, cet exercice de bilan qui a été mené à bien par le secrétariat a été très utile. Donc ce bilan de l'évolution, etc., ce document qui nous a été présenté, la question de savoir maintenant ce que l'on va en faire, notamment ici au niveau de la CNUTSI. Il y a une première possibilité qui nous est offerte, c'est de reprendre cette diversité d'informations qui a été mise à notre disposition, de la mettre à disposition des utilisateurs et d'inclure ce bilan ou cette perception de l'observation contenue, de l'intégrer dans les fonctions de la CNUTSI. La base internationale et la diversité géographique de la CNUTSI pourraient justifier un tel exercice. Cependant, je ne suis pas sûr de comment ça s'intégrerait dans le travail traditionnellement mené bien par la CNUTSI. Mais c'est peut-être une question à laquelle il faudra réfléchir. On pourrait donc envisager ainsi de mettre en place un observatoire des tendances, des évolutions et mettre l'information concernant ces évolutions, ces tendances, mettre ces informations à la disposition des praticiens du droit commercial dans ces différentes disciplines. Voilà, je n'en suis pas sûr, je mentionne cela en passant, c'est une suggestion. L'étape suivante serait d'extraire de cette mine d'informations les obstacles qui pourraient être balayés par une action normative, réglementaire. La question que nous devons nous poser est de savoir si c'est une action qui peut être menée à bien par la CNUTSI. Je veux dire par là, est-ce que la CNUTSI est l'organe le plus idoine pour ce faire? Hier, quelqu'un nous a rappelé la procédure assez longue de gestation d'un instrument au niveau de la CNUTSI. Étant donné que ces questions évoluent très rapidement, alors la question est de savoir si la CNUTSI est la mieux placée pour élaborer donc ces protocoles et autres, ou s'il ne vaudrait mieux pas confier cette mission aux acteurs sur le terrain et de se limiter à un rôle d'observateur. Lorsqu'on parlait par exemple des audiences, des interrogatoires et des différents protocoles, de collecter des informations et de débattre de ces questions, qui collectent ces informations, qui en débattent, mais qui n'ont pas pour autant pour intention d'en faire des instruments législatifs. Ensuite, il y a une troisième possibilité, c'est tout simplement d'examiner, ce qu'on pourrait faire, c'est examiner les textes existants, voir un petit peu quelles sont les conséquences ou l'incidence de l'économie numérique sur les concepts existants. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le lieu de l'arbitrage. Le lieu de l'arbitrage, est-ce que... Alors, bien sûr, c'est un concept juridique qui peut être adapté à la variété ou à l'incertitude des acteurs dans la situation dans laquelle ils se trouvent, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Ça pourrait être une question sur laquelle on pourrait se pencher. Ensuite, la question des notifications. Lorsque il y a des actes qui sont notifiés, est-ce que ces actes sont notifiés, est-ce qu'il y a notification lorsqu'ils sont versés sur la plateforme? La question de la version écrite, la question donc de la décision, la question de la communication électronique de cette décision, la gestion électronique des affaires, la question régularité de la procédure, donc due process. Je pense que ça pourrait être une activité qui relèverait directement des activités traditionnelles de la CNUTSI. Avant d'élargir nos horizons, on pourra peut-être soumettre cela à la Commission. On pourrait donc proposer
cela comme des activités supplémentaires. Je pense qu'il faudrait réfléchir à ce que la Commission fait dans ce domaine, et le secrétariat notamment, qui a des ressources limitées à sa disposition. Merci beaucoup. Thank you very Merci beaucoup. Madame Brett du secrétariat. C'est le traitement que nous avons décidé de donner au traitement des questions au niveau du groupe de travail concernant le commerce électronique. Nous sommes livrés à un exercice taxonomique. Nous sommes intéressés de voir comment les différentes technologies ont une incidence sur les échanges, et ensuite nous avons examiné les différents textes dont dispose la CNUTSI, les textes existants, et nous sommes posé la question de savoir si ceux-ci couvrent ces différentes formes de transactions ou s'il n'y a pas donc des lacunes quelque part. Je pense que, à mes yeux, ceci nous permettrait d'utiliser une méthodologie similaire. Nous pourrions examiner les textes existants, voir un petit peu comment ces nouvelles technologies et l'application de ces nouvelles technologies a une incidence et un impact qui peut être destructeur, mais qui peut également être un impact tout à fait positif, facilitant les choses. Et ensuite, voir comment ou dans quelle mesure les textes existants de la CNUSI permettent de traiter ces problèmes, et ensuite recenser les domaines dans lesquels nous pourrions procéder à des évolutions législatives, tout en assurant en même temps le suivi de l'évolution de ces questions qui vont à la vitesse de la lumière, comme on nous l'a expliqué. Donc c'est l'approche à laquelle nous avons pensé au niveau du secrétariat. Nous pensons que ça pourrait être une bonne méthode. Cela reflète en fait ce que vous venez de dire. Merci. Thank you. Merci. La France. Bonjour. Je voulais remercier le secrétariat pour ses travaux qui sont très enrichissants. Je pense que ce travail d'inventaire était absolument indispensable, étant donné la rapidité à laquelle les pratiques se développent et les nouvelles pratiques se développent. De ce point de vue-là, je pense que ce développement ne va pas s'arrêter aujourd'hui et que nous avons déjà eu un coup d'œil qui nous est offert sur ce qu'est le monde d'aujourd'hui, qui est très différent du monde d'hier. Je pense que le monde de demain et celui d'après-demain seront encore très différents, de telle sorte que la poursuite de ce travail d'observation me semble nécessaire, autant que faire se peut avec les ressources dont vous disposez. Je pense également que déjà aujourd'hui, on peut remarquer que les informations collectées sont de nature très différente et sont susceptibles de susciter des travaux également de nature très différente de la part de la CNUTSI. Il y a un travail qui me semblerait très intéressant et tout à fait faisable et très important en pratique, qui consisterait à mettre à jour en quelque sorte les textes existants au regard des nouveaux instruments qui ont été développés. Il y a un autre travail qui consisterait à se demander si on ne devrait pas remplacer des méthodes de résolution actuelles par d'autres méthodes de résolution des litiges. Je ne suis pas sûr que l'utilisation d'algorithmes à la place de personnes pour décider, ce soit exactement la même chose, que ça fasse appel à la même conception de la justice. Sont des questions d'ordre philosophique. Je ne suis pas sûr non plus que les États soient prêts à se mettre d'accord sur ce qu'est leur conception de la justice. Je ne sais pas si... Enfin, je ne sais pas si un accord sera atteignable de ce point de vue-là. Donc ce sont des points intéressants. Il faut avoir conscience de ces nouvelles pratiques. Je ne sais pas si des travaux en termes réglementaires de ce point de vue-là de la CNUTSI pourraient porter leurs fruits.
Par ailleurs, s'agissant du dernier intervenant que j'ai trouvé particulièrement intéressant sur le traçage des actifs, hein, et sur la question de l'exécution aussi, enfin, je pense que c'est très intéressant. Je me dis naturellement, même s'il faut décloisonner les groupes de travail, que c'est peut-être davantage en effet quelque chose qui dépend du groupe de travail 5, hein, mais que nous devons lire régulièrement, dont les travaux doivent être lus par les membres du groupe de travail 2 régulièrement, mais peut-être plus quand même du ressort du groupe de travail 5 que du groupe de travail 2, me semble-t-il. La phase d'exécution étant une phase qui intervient après le caractère exécutoire et qui soulève des questions très sensiblement différentes, me semble-t-il. Mais encore une fois, je voulais remercier le secrétariat de nous donner l'opportunité de ces conférences et je pense que ce serait une bonne chose que ce travail se poursuive. Thank you. Merci. Prochain orateur sur ma liste, le Canada, s'il vous plaît. Manon? Oui. Bonjour à tous. Hello everyone. I will also. Bonjour à tous. Je voudrais moi aussi remercier le secrétariat d'avoir organisé un colloque aussi intéressant et aussi varié. Je remercie en particulier notre collègue du Japon, puisque ça a été son idée. C'est son idée qui nous réunit ici aujourd'hui. Cet exercice de bilan est très très important. C'est une étape particulièrement importante qui nous permet d'apprendre et de partager ces nouvelles approches qui sont apparues en particulier ces 2 dernières années. Il y a trop de questions sur lesquelles je voulais revenir, donc je vais me centrer sur quelques-unes d'entre elles. Je pense que le bilan devrait en particulier s'appliquer aux procédures d'interrogatoire des témoins et d'audition de ceux-ci. Je pense qu'un document du secrétariat pourrait être pondu sur la question. On pourrait parler de taxonomie, comme l'a dit le secrétariat. Ensuite, pour ce qui est des délais, je pense qu'il faut être assez souple. Il y a tant de questions qui pourraient être examinées. Je pense qu'il faudra que l'on se tourne vers le secrétariat pour ce qui est des ressources et du temps à disposition nécessaire pour mener à bien ce travail. Et nous sommes prêts à continuer de débattre de la question. Et nous avons déjà tellement appris en 1 journée et demie, donc nous avons encore beaucoup de questions à traiter. Merci. Thank you. Merci. Au niveau du secrétariat, nous pensions que ce projet serait un projet de dedans. Il faudra que l'on détermine la portée, mais en tout cas, c'est comme ça que nous entendons donner suite à celui-ci. En tout cas, nous entendons faire rapport à la commission d'ici 2 ans sur la base de l'information fournie dans ce document. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, y a-t-il d'autres demandes de parole dans la salle? Non? Dans ce cas-là, je vais me permettre une petite communication d'intense. Demain, nous organisons de concert avec une autre division du département des affaires juridiques. Nous voulons parler de l'utilisation du règlement d'arbitrage, accéléré, quant à leur utilisation de celle-ci pour les organisations internationales. Et nous allons donc partager avec vous. Donc, c'est un lien différent de celui de cette réunion. Cette réunion aura lieu de 9h30 à 10h30. Donc, c'est une séance d'information pour organiser à New York. Il y a toute une série d'organisations qui y prennent part depuis l'Europe. C'est la raison pour laquelle nous avons fixé l'horaire de 9h30 à 10h30. Si vous voulez qu'on vous présente rapidement le règlement d'arbitrage accéléré qui a été parachevé par ce groupe de travail, vous connaissez par cœur le contenu de ce règlement. Nous voudrions présenter cela au conseil juridique des différentes organisations internationales pour que ce règlement et ces règles puissent être utilisés au sein de leurs organisations pour traiter des litiges dont ils sont saisis. Mais afin de donner aux conseillers juridiques la possibilité de poser des questions, nous
nous voudrions donc organiser une séance de questions-réponses. Si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas. Nous vous enverrons les liens vers cette manifestation parallèle le moment venu. Ensuite, je sais que nous avons essayé de vous donner davantage de place dans la salle, mais je pense que vous êtes assez ramassés dans la salle. Nous avons demandé donc au commis de salle de vous changer de place. Je ne sais pas si ceux-ci seront en mesure de se livrer à cet exercice au cours de la pause déjeuner. Je vous demande par conséquent de prendre vos effets personnels, de ne rien laisser dans la salle parce qu'il est possible que vous n'ayez pas la même place cet après-midi. Voilà, ne l'oubliez pas et prenez surtout vos affaires. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres demandes de parole. Je vous propose de clore cette séance de la matinée. Je vous invite à revenir cet après-midi puisque nous reviendrons sur l'utilisation des plateformes dans le règlement des litiges en ligne et nous recommencerons à 15 h à New York. Merci pour votre attention.